Avant l'ouverture des travaux du sommet sur la paix et la sécurité en Afrique prévu demain à l'Elysée, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, s'est entretenu sur place à Paris avec le nouveau président malien Ibrahima Boubacar Keïta. Dans l'actualité sur place à Abidjan, le Premier ministre Daneka Blandin a échangé avec des délégations venues de l'Afrique du Sud et des États-Unis au centre des échanges, l'investissement en Côte d'Ivoire. Des coups de feu ont été entendus hier dans la commune de Yopougon. Que s'est-il réellement passé dans ce 20 heures? Des éléments de réponse avec le ministre délégué à la Défense. Ce jeudi, les Nations Unies ont donné le feu vert à la force panafricaine et à la France pour une intervention militaire. Objectif: protéger les populations face à la menace d'une guerre civile dans le pays. Ce sont les principaux titres de ce 20 heures. Bienvenue à ce point complet de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger, où se trouve en ce moment le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Président en exercice de la CEDEAO, a rassuré les participants à la conférence sur les performances du continent africain. Pour le président ivoirien, le 21e siècle va consacrer le développement économique de l'Afrique. Le point avec notre envoyé spécial sur place à Paris, Abiba Dambélé. Selon le MEDEF, le mouvement des entreprises de France, l'Afrique s'est imposée comme un continent de croissance, d'investissement et d'attractivité. Propos étayés par le président Alassane Ouattara et ses homologues du Sénégal et de Tanzanie. Le chef de l'État a démontré, chiffres à l'appui, que la croissance moyenne du continent africain est estimée à 5% et le taux d'investissement direct en Afrique a doublé en 10 ans. La France, partenaire privilégié et investisseur de premier plan, occupe une place importante dans ce processus. La France demeure un partenaire privilégié de notre continent. La Côte d'Ivoire salue la volonté de la France de renforcer sa contribution au décollage de l'Afrique et de l'Afrique francophone en particulier. La France est une amie de la Côte d'Ivoire et nos deux pays continueront ensemble à œuvrer à l'approfondissement de leurs relations économiques empreintes de respect mutuel, pour le bien-être, bien évidemment, et les intérêts de nos deux peuples, de ceux de la sous-région. Je voudrais affirmer que l'Afrique a tant besoin de la France que la France a besoin de l'Afrique pour construire un monde plus juste, plus équitable et plus fraternel. Le président français, François Hollande, propose un changement d'approche vis-à-vis de l'Afrique. Il promet mettre à la disposition des pays africains 20 milliards d'euros pour les projets de développement dans les 5 prochaines années et doubler les échanges commerciaux avec le continent. Nous regardons l'Afrique comme si elle était le continent souffrant. Et nous ne voyons pas encore que l'Afrique est le continent de demain, le continent d'avenir. Et qu'il y a là une opportunité d'abord pour les Africains de s'en saisir, pour marquer encore davantage leur affirmation, leur volonté, leur capacité, mais une opportunité aussi pour les grands pays industrialisés de venir investir en Afrique. Le président français a annoncé que depuis 18 mois, les formalités de visa sont simplifiées pour les entrepreneurs, les étudiants et les artistes. Il a promis la création d'une fondation franco-africaine pour la croissance en 2014. Celle-ci mettra un accent particulier sur la formation professionnelle et le partenariat. Dans quelques instants, nous allons entrer en contact avec Abiba Dambélé, notre envoyé spécial en direct de Paris, pour nous situer sur les enjeux du sommet de l'Elysée qui s'ouvre demain, sommet consacré à la paix et à la sécurité en Afrique. Pour l'instant, écoutons ces quelques propos recueillis par notre envoyé spécial à la clôture de la conférence économique de Bercy. Pendant très longtemps, l'Afrique a été mal comprise. Et on a eu beaucoup d'afro-pessimisme dans le devenir de l'Afrique. Mais aujourd'hui, je suis très heureux que les autorités françaises aient pris cette initiative. Cela démontre une fois encore que notre partenariat avec la France est un partenariat solide, basé sur des valeurs, et que la France demeure et demeurera le partenaire privilégié
de cette Afrique dont je parle, surtout de notre union, qui est l'Union économique et monétaire. Le président Hollande a annoncé donc une contribution importante pour les projets en Afrique via l'AFD. Il a des 20 milliards d'euros pour les 5 prochaines années, mais je voulais surtout insister sur le fait qu'il ait évoqué la place donc, de la formation professionnelle. Je voudrais dire que nous avons des ressources en Afrique. Il s'agit évidemment des ressources humaines. On a une démographie importante, on a une population jeune. Nous avons des ressources naturelles. Ce qu'il faudra faire, c'est d'agir pour que la qualité des hommes dont on a besoin pour procéder au changement en Afrique, que cette qualité-là soit garantie à travers donc la formation professionnelle. Ce qui est satisfaisant, c'est que les analyses, que ce soit du côté des Français que du côté des pays africains, convergent. On est tous d'accord pour dire que l'Afrique est à la fois une chance pour elle-même, mais aussi une chance pour la France. En travaillant main dans la main avec un partenariat fort, surtout un partenariat secteur public, secteur privé français, secteur privé africain, on arrivera à un meilleur taux de croissance, on arrivera à une meilleure synergie des compétences entre l'Afrique et la France. Nous sommes en direct de Paris avec notre envoyé spécial. Bonsoir Habiba. Bonsoir David. Eh bien Habiba, quels sont les enjeux de ce sommet de l'Élysée qui s'ouvre demain à Paris sur la paix et la sécurité? Merci David. Souvenez-vous, au début de l'année 2013, le Mali, la France et de nombreux pays africains prenaient la décision d'agir ensemble pour libérer le nord du Mali, occupé par des groupes terroristes. L'ensemble du continent africain a salué la participation française à cette opération militaire en soulignant le caractère global de la menace terroriste et la légitimité de la France à combattre aux côtés de ses partenaires africains. C'est ainsi que la tenue du sommet de l'Élysée a été annoncée par le président de la République française lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en mai dernier. Lors de ce sommet également, les pays africains ont marqué leur volonté de constituer une force de réaction rapide afin de pouvoir assurer par eux-mêmes leur sécurité. La France a donc décidé de consacrer un sommet aux questions de paix, de sécurité et de développement pour soutenir ces efforts et faire avancer un certain nombre d'initiatives et d'actions concrètes. La volonté du président François Hollande est de marquer le soutien de la France aux organisations collectives africaines en reconnaissant leur légitimité politique et leurs compétences premières en matière de préservation de la paix, de sécurité et de développement. Alors, Donc, 3 thèmes ont été retenus, David, oui, je continue. Oui, vas-y, la paix et la sécurité, le partenariat économique et le développement et le changement climatique. Les 3 thèmes retenus constituent des enjeux essentiels pour l'Afrique, pour la France, pour l'Europe et pour toute la communauté internationale. Alors donc, Habiba, il s'agira de paix et de sécurité. Certainement, l'accent sera mis sur des situations dans certains pays. Peut-on parler du Mali en priorité, en Centrafrique aussi? Justement, les conflits, vous n'êtes pas sans savoir que la France intervient depuis ce jeudi sous chapitre 7 du mandat de l'ONU en Centrafrique. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution donnant mandat à une force africaine pour assurer la sécurité en République centrafricaine. Donc, le conflit centrafricain sera au cœur des débats. On parlera également de la crise malienne. La France qui a mené une intervention militaire au Mali, oui. Il y a quelques mois de cela. Le président malien est à Paris. Il a même été reçu en audience par le président Alassane Ouattara. Absolument, et puis, la crise au Soudan sera également au cœur des débats. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, sera présent à ce sommet. En plus de toutes ces personnalités, il faut dire que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, sera là. Le président du Conseil européen également. La présidente de la Commission de l'Union africaine est annoncée. Alors donc, en matière de sommet, il y a toujours ce qu'on appelle des à côté. Est-ce qu'il y a des événements ou des rencontres qui sont prévues en marge de ce sommet de l'Élysée? Oui, ce sont les événements parallèles au sommet. Une conférence économique s'est tenue hier au ministère de l'économie et des finances, à Bercy donc, et de grandes décisions ont été prises, notamment la mise à disposition de 20 milliards d'euros pour des projets de développement,
pour les 5 prochaines années à venir, contre 10 milliards précédemment. Voilà, des projets de développement en faveur de l'Afrique. Et puis un forum Afrique sans innovation pour un développement durable s'est tenu ce jeudi, ainsi qu'une table ronde sur la lutte contre le trafic et le braconnage des espèces menacées. Et puis demain, une conférence de mobilisation contre les violences sexuelles faites aux femmes va se tenir dans l'après-midi et ce sera en présence de la première dame de Côte d'Ivoire. Pour le programme de demain, oui. David. Oui, allez-y, Abiba. Voilà, la cérémonie d'ouverture est prévue pour 14 heures. Elle sera marquée par l'allocution du président français François Hollande et par l'allocution du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que l'enjeu de ce sommet, selon le président français François Hollande, c'est relever le défi de la sécurité pour la population, la sécurité pour le développement et la sécurité pour la paix. Merci à vous, Abiba Dambélé, pour ces informations. Sur place à Paris ce jeudi, le président de la République a accordé une audience au nouveau président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Et vous avez suivi cette audience. Votre compte rendu, Abiba. Pendant près d'une heure, les deux hommes d'État ont fait un tour d'horizon des questions sécuritaires dans la sous-région. Cette rencontre entre le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, et le président malien Ibrahim Boubacar Keïta intervient à la veille du sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité. Je suis toujours ravi de rencontrer mon aîné, de parler de l'Afrique, de nos pays dont nous avons souci, de sujets qui nous amènent à Paris. Et surtout, je repars toujours requinqué à bloc. Voilà ce que je peux vous dire. Quoi dire d'autre? Mais encore le sommet de l'Élysée. Il s'annonce bien. Il s'annonce bien, nous serons là. Comme Brahim Monene et d'autres chefs d'État éminents. Mais je sais que notre région Afrique de l'Ouest sera très brillamment défendue. Inch'Allah. Et j'en profite pour dire au peuple de Côte d'Ivoire toute ma sympathie. Et je lui souhaite le meilleur. Et je sais que tout ce qui est engrangé, tout ce qui est dans les pipelines aujourd'hui aboutira pour son bonheur. Et je m'en réjouis à l'avance. Le sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité s'ouvre ce vendredi 6 décembre et verra la participation d'une quarantaine de chefs d'État africains. Et sur place à Bamako, au Mali, un charnier de 21 corps a été découvert. En attendant la confirmation par analyse, le charnier découvert contiendrait bien des corps de bérets rouges accusés de tentative de contre-coup d'État. Fin avril 2012, l'homme fort du Mali était à l'époque Amadou Sanogo. Le capitaine Sanogo, devenu entre-temps général du corps d'armée, a été inculpé la semaine dernière dans le cadre de cette affaire. Ici en Côte d'Ivoire, l'actualité au sein des corps habillés, c'est la passation de commandement ce jeudi au palais présidentiel entre l'ancien chef d'état-major particulier du président de la République, le général Gueux Michel, et son successeur, le général Vagondo Diomandé. Le compte-rendu de Viviane Agnimin. Sous la supervision du secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Amadou Bon Coulibaly, l'ancien chef d'état-major particulier du président de la République, le général de corps d'armée Michel Gueux, qui passe le commandement à son successeur, le général de brigade Vagondo Diomandé, nommé il y a un mois par le président de la République Alassane Ouattara, en remplacement du général Gueux Michel, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Je pars ni sur un limogeage, ni sur une brouille, a tenu à souligner le général Michel Gueux, exprimant sa profonde gratitude au président de la République pour la confiance qu'il lui a manifestée durant les 2 années passées à ses côtés. J'étais tenté de m'écrier comme quelqu'un quelque part. Monsieur le président de la République, vous m'avez tout donné. Même si le président Alassane Ouattara n'a pas tout donné, il m'a beaucoup donné. C'est pourquoi, du fond du cœur, je lui réitère ma très profonde gratitude tout en lui souhaitant beaucoup de bonheur et beaucoup de grâce sous la protection de Allah, le très miséricordieux. Il y a quelques mois de cela, j'appelais respectueusement l'attention du chef de l'État sur le fait qu'il ferait valoir mes droits à la retraite à la fin de cette année et qu'il serait bon qu'il songe déjà au nom de mon successeur. Sur ces entrefaites, j'avais proposé un nom au président de la République.
celui du général de brigade Vagondo Diomandé, mon fils. Je dis mon fils parce que je considère tous ceux que j'ai eu à former ou à commander comme mes enfants. À la retraite désormais de l'armée, le général Gueux Michel a rappelé avec émotion ses 39 ans d'une riche carrière passée à la formation des hommes et au combat sur de nombreux fronts pour la sécurisation du territoire national et pour le triomphe de l'idéal prôné par le président de la République Alassane Ouattara. Au général Vagondo Diomandé, dont il fut un des formateurs, il a eu cette adresse. Je vous souhaite bon courage, c'est un héritage que je vous laisse, faites-le fructifier. Désormais investi de sa nouvelle mission, le général Vagondo Diomandé, qui était déjà au service du président de la République en 1991, quand il fut Premier ministre, occupait avant sa nomination comme chef d'état-major particulier du président de la République la fonction de commandant du GSPR, le groupement de sécurité présidentielle. Il a demandé au secrétaire général de la présidence de la République de traduire au président de la République sa reconnaissance et sa fidélité. Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, je voudrais vous demander de bien vouloir être mon interprète auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu placer sa confiance en moi. Merci aussi de lui transmettre mes sentiments d'infinie reconnaissance, de ma profonde gratitude et l'expression de mon indéfectible fidélité, non seulement à son illustre personne, mais aussi à la République qu'il incarne. Et puis, la gorge nouée par l'émotion, le général Vagondo a aussi rendu hommage à son épouse, demeurée à ses côtés, même dans les pires épreuves qu'il a traversées au cours de sa carrière militaire. Le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Amadou Bon Coulibaly, a adressé au nom du président de la République ses félicitations au nouveau promu. Le chef de l'État a indiqué le parcours remarquable et la loyauté du général Vagondo, toutes choses qui lui ont valu d'être nommé chef d'état-major particulier du chef de l'État. Nous voudrions donc au général Vagondo, au nom du président de la République, lui réitérer toutes nos félicitations et tous nos vœux de succès. Une photo de famille a clôturé cette passation de charge. Désormais à la retraite de l'armée, le général Michel Gueux a été nommé par le président de la République, le président du conseil d'administration de Côte d'Ivoire Télécom. Des coups de feu ont été entendus hier dans la commune de Yopougon, c'est dans le district d'Abidjan. Le commissariat du 16e arrondissement et le camp des FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, ont été attaqués par des hommes en armes. Alors, question, que s'est-il réellement passé? Des éléments de réponse avec le ministre délégué à la Défense. Écoutons Paul Kofi. En réalité, ce qui s'est passé hier à Yopougon, il y a eu donc deux événements. Le premier, c'est que dans la journée, la police des stupéfiants a fait une opération concernant une prise d'un fumoir en fonction des indices que la police avait. Ils ont mené une opération à mi-journée. Et cette opération a permis d'arrêter 5 fumeurs de drogue qui sont actuellement aux arrêts par la police. Et dans la soirée, vers 19h et 20h, par là, des individus armés ont donc opéré bruyamment dans les quartiers de Yopougon en ouvrant le feu sur le commissariat du 16e arrondissement. Et également, ils se sont déportés sur le site FRC, des ex-combattants FRC, dans le même quartier, nouveau quartier. Alors, il faut noter que selon les premières indications, il semblerait que ce soit dans le milieu des fumeurs qu'il y a eu cette réaction. Donc, mécontent d'avoir été démantelé, donc il y a eu des réactions, des représailles de leur part. Ce sont des hypothèses. Et avec les arrestations et les interrogations, nous en saurons un peu plus.
Donc cette réaction a donné lieu à ces manifestations et des tirs qui ont été donc entendus dans le quartier. Alors naturellement, ces tirs ont amené nos hommes à réagir et la police a été renforcée par les CCDO, mais aussi par les forces républicaines de Côte d'Ivoire et par la gendarmerie, qui ont donc mené des patrouilles et des ratissages dans tout le quartier avec souvent des tirs de sommation. C'est ce qui a donné le sentiment dans tout le quartier qu'il y avait des tirs qui venaient d'un peu de partout et cela a créé une frayeur. Donc on voudrait présenter nos excuses à la population. Le bilan est le suivant. Donc 5 arrestations au niveau des fumeurs et un mort malheureusement qui a été dénombré au niveau des FRC dans ces fusillades. Et il a été évacué au CHU de Pougon, mais malheureusement il a rendu l'âme. Nous avons aussi noté des blessés. Pour le moment, nous n'avons pas identifié des blessés. Probablement au sein de ces individus qui ont pris la fuite en laissant les véhicules. Ils étaient à bord de 3 taxis. Nous sommes en train donc de faire les recherches. Nous avons fait une bonne prise puisque la police, dans ce ratissage, a découvert une cache d'armes. Ce sont des armes lourdes avec des munitions, des calaches et des grenades. La Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer le samedi prochain le 20e anniversaire du décès du fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, une occasion mise à profit par le groupe de presse Fraternité Matin pour revenir sur le parcours de Félix Houphouët-Boigny, décédé le 7 décembre 1993. Vous aurez le compte-rendu de Ami Kanga dans nos prochaines éditions. Alors, comment préserver l'héritage de Félix Houphouët-Boigny? La réponse a été donnée en images à travers une vidéo projection avec un invité, Laurent Dona Fologo. 7 décembre 1993, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, décède. 2 mois plus tard, ses obsèques sont organisées à Yamoussoukro, la capitale politique. Un hommage à la dimension du disparu. Mais aujourd'hui, 20 ans après, son idéal d'une nation paisible, longtemps professé de son vivant, de l'ensemble de nombre d'observateurs, a disparu. Le conseil des communicateurs du RHDP creuse le débat. Une vidéoprojection et une personne ressource tout désignée. Un compagnon fidèle de Houphouët-Boigny, Laurent Dona Fologo. J'estime que la paix perdue est un échec des héritiers, de nous tous. Je ne me dédouane pas, je ne m'exonore pas. On a connu cette situation dramatique. Peut-être qu'on n'a pas été préparé à y faire face, mais c'est fait, c'est fait. Maintenant, la question, c'est comment avancer. Les héritiers ont failli, mais à l'heure de la relance économique, après des années de crise, il y a lieu d'espérer. La condition, l'implication de tous les acteurs sociaux et politiques dans la pérennisation des idéaux de paix chers à Houphouët-Boigny. On a un programme sur 2014, la mise en boîte de toutes les grandes images du Houphouët-Boigny, sensibiliser sur l'esprit du Houphouët-Boigny, sur ses valeurs, le pardon, le dialogue. Nous pensons que le 20 février l'a dit, il faut des gens pour répéter ça tous les jours. L'œuvre d'Houphouët-Boigny mérite d'être préservée. La cause est partagée. Un grand colloque sur sa pensée et sa philosophie est même en préparation du côté de la fondation qui porte son nom dans sa ville natale, à Yamoussoukro. Et pour la célébration du 20e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny, eh bien, la rédaction de RTI 1 vous donne rendez-vous le samedi 7 décembre prochain au journal de 20h. Eh bien, toutes les dimensions de Félix Houphouët-Boigny vous seront proposées par le service politique de la rédaction. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé avec des délégations venues de l'Afrique du Sud et des États-Unis d'Amérique. Les échanges ont essentiellement porté sur les relations économiques. Les détails avec Léon Brou. Au lieu place d'une audience, c'est une véritable séance de travail que la délégation du ministère sud-africain de l'économie et des finances a eue ce mercredi avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Sujet abordé, les relations bilatérales, notamment dans le domaine des infrastructures. Occasion pour l'Afrique du Sud d'affirmer son intention d'accroître ses investissements en Côte d'Ivoire. And secondly, we gave him a sense of Il y a la restauration de la belle lagunaire, l'amélioration du transport et aussi des infrastructures routières à Abidjan. Et il y a aussi ces projets inter-États, toute une panoplie de projets qui nous ont été présentés, qui ont attiré notre attention, dans lesquels nous pensons que nous pourrons aller un peu plus loin avec la Côte d'Ivoire.
Le développement économique également au centre de l'audience accordée par le Premier ministre au sénateur de New York, accompagné pour l'occasion de l'honorable Bobby Assa, présidente de la Commission des Relations extérieures de l'Assemblée nationale. Les échanges ont prioritairement porté sur le Millennium Challenge Corporation, le programme d'aide américaine dont la Côte d'Ivoire est en passe de bénéficier. Il était plutôt question pour nous d'exprimer notre soutien au gouvernement ivoirien et puis à l'effort que moi-même et mon staff et mon bureau s'engagent à donner comme appui au gouvernement ivoirien, et notamment au Premier ministre et à son équipe, pour justement mener à bien, parce que nous comprenons que l'adhésion de LCC est quand même un élément très important pour justement l'expansion économique qui définit aujourd'hui la politique économique ivoirienne. Pour tous les autres sujets évoqués, le sénateur américain promet son appui au gouvernement ivoirien. Idem pour la délégation sud-africaine qui a reçu mandat d'œuvrer au raffermissement des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays à la suite d'une récente rencontre entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le ministre sud-africain de l'économie et des finances. Dans l'actualité également, les premières journées scientifiques du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Au programme de cette rencontre figure en priorité le bilan des activités de structures de recherche. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture des travaux avec notre reporter Hamza Diaby. Le développement de l'Afrique ne peut se faire sans un investissement substantiel dans le domaine des sciences, des technologies et de l'innovation. Et pourtant, une analyse de la situation révèle une faible contribution de la recherche scientifique et technologique au progrès économique et social. Face à cette situation, le CAMES entend réagir. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur organise des journées. Objectif, offrir un cadre d'échange aux différents participants en vue de dynamiser le volet recherche dans l'espace CAMES avec la création de nouveaux réseaux thématiques. Ces partenariats multiformes engagés de nature technique et financière devraient concourir à donner une dynamique innovante et un caractère durable aux réseaux qui vont être constitués. Chers chercheurs, à temps plein ou partiel, ces journées sont les vôtres. Elles ont été conçues pour vous donner l'occasion de mutualiser et de projeter ensemble les voies et les moyens d'une meilleure visibilité de votre action au service du développement dans nos divers pays. Ces premières journées scientifiques du CAMES, saluées par le gouvernement ivoirien. Je pense que c'est également l'occasion pour le CAMES, qui augmente ainsi le nombre de ses réseaux de recherche, le moment de réfléchir aux mécanismes adéquats pour une meilleure prise en main de la recherche dans nos États qui aspirent tous à l'émergence. Le CAMES est une organisation régionale intergouvernementale créée en 1968. Il compte aujourd'hui 19 pays membres repartis entre l'Afrique centrale, l'Afrique occidentale, la région des Grands Lacs et de l'océan Indien. Atteindre l'autosuffisance en protéines animales est l'un des objectifs prioritaires des autorités ivoiriennes. Pour atteindre cet objectif, différents projets sont mis en œuvre par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobinan Kwasi Adjoumani. Au nombre de ces projets, on peut citer le projet de gestion intégrée des ranches et stations. Il vise à mettre du bétail en nombre suffisant à la disposition des éleveurs. Le dossier de la rédaction proposé par Hugues Hervé-Blé. Octobre 2013, à quelques jours de la fête de la Tabaski, moutons, bœufs et autres ruminants sont débarqués en grand nombre dans les enclos de l'abattoir de Port-Boué. Pour l'essentiel, ils proviennent des pays de la sous-région. Plusieurs semaines après, pas grand-chose a changé. Du Mali, du Niger et du Burkina Faso provient encore et pour longtemps l'essentiel du bétail à consommer en Côte d'Ivoire. Ça nous fatigue, comment on fait? Parce que Côte d'Ivoire ne produit pas des animaux. S'il y en a en Côte d'Ivoire ici, il n'y a plus de problème. Un mouton qui te paye à 40 000 là-bas, si tu veux, il faut aller dans les 90 000. Un bœuf qui quitte en provenance du Mali, qui vient ici, que j'achète à 250 000 francs, si c'est produit ici même, je peux l'acheter à 200 000 francs. Conséquence,
Le kilogramme de viande qui valait en 1999 environ 1300 francs CFA coûte aujourd'hui entre 2000 et 2500 francs CFA. Le constat s'impose de lui-même. La Côte d'Ivoire est bien loin d'être autosuffisante en matière de protéines animales. Pendant la grande instabilité politique de 1999 à 2011, de nombreux élevages privés et des infrastructures de production, en grande partie situées dans le nord du pays, ont été détruits. La crise passée, il est désormais question pour l'État de mettre en œuvre une nouvelle vision de développement durable et harmonieux du secteur de l'élevage. Surtout dans le domaine du bétail, l'État a mis en place une politique de relance de cette filière et cette relance nécessite qu'on mette en place des projets. On peut penser par exemple au PROGIR, qui est le programme de gestion intégrée des ranchs et stations d'élevage. Notre projet est dénommé PADECI, qui est un projet qui s'occupe du développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Un autre projet, PASA-HPV, qui est le projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire. Intéressons-nous au projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Nous sommes une structure de financement à crédit. Nos crédits vont d'un montant de 2 millions à 20 millions de francs CFA. Nous avons 252 bénéficiaires. Autre programme clé de la politique nationale de développement de l'élevage, le projet de gestion intégrée des ranchs et stations. La Côte d'Ivoire est dépendante à hauteur de 83% de lait et 55% en viande. Le travail qu'on fait, le projet de gestion intégrée des ranchs et stations, c'est de mettre à disposition, à terme, c'est de mettre à disposition des animaux performants en poids carcasse et aussi en lait. Quand un éleveur a un animal qui fait autour de 500 kg, 700 kg, déjà ça lui fait une plus-value déjà au niveau de la vente. Quand un éleveur, par exemple, a une vache laitière, une vache métisse plutôt, qui tourne autour de 7 à 8 litres de lait déjà, ça lui fait déjà un gain quotidien. En ce moment, on travaille sur les bœufs, les moutons et les cabrets. Au moins 5 projets sont en cours de réalisation par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Leur exécution permettra à la Côte d'Ivoire d'envisager sereinement son autosuffisance en protéines animales. En réorganisant cette filière, notre souci, c'est de sensibiliser tous les éleveurs à faire de la production au niveau local. Relancer la filière bétail nationale nécessite de gros moyens financiers. L'État de Côte d'Ivoire en a conscience, surtout de ce qu'il faut trouver des partenaires pour soutenir cette politique. Voilà, c'était le dossier de la rédaction proposé par Hugues Hervé Blé. Je vous l'annonçais dans les titres. Ce jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé une intervention militaire française en Centrafrique en appui à la force panafricaine face à la menace d'une guerre civile dans le pays. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme, mais surtout excellente soirée sur RTI1.